Donc, merci à tous. On est très, très content de vous accueillir avec nous pour cette session. On espère que ça va vous procurer de l'information pertinente sur la conjoncture économique actuelle. Alors, laissez-moi commencer avec une petite blague qui décrit, à mon avis, quand même assez bien la situation. Pour ceux qui ne voient pas les graphiques, c'est une petite fille assise sur le Père Noël qui lui demande une Xbox. Le Père Noël lui répond, on est à court de puces. Un peu plus tard, une poupée Bratz, on manque de matières premières. Ensuite, elle dit, à la fin, j'aurais dû être moins gentille cette année. Et le Père Noël lui dit, on est en panne de charbon aussi. C'est quand même ironique quand on pense au fait qu'on essaie de se débarrasser du charbon parce que ça pollue énormément la planète, mais qu'en Chine en particulier, il manque de charbon. Et c'est un des facteurs qui a créé un ralentissement de l'économie chinoise. Puis c'est un ralentissement qu'on voit depuis plus d'un an. Ça se manifeste aussi dans le marché. On va quand même parler des bourses, les bourses qui sont à des sommets en Amérique du Nord. Ce n'est pas le cas en Chine. La Chine a vraiment tiré de la patte, en partie à cause de l'intervention des autorités chinoises. Alors, quand on regarde les grandes compagnies d'Internet en Chine, comme Alibaba, comme Tencent, tout ça, on voit qu'il y a eu quand même une forte baisse du cours. Et puis, de notre point de vue, ça s'explique parce que, étant donné toute l'incertitude qu'on a eu, l'incertitude politique, il faut quand même escompter ça. Et c'est pas facile d'avoir un estimé très, très précis de l'escompte qu'on devrait attribuer. Mais cela étant dit, on va se concentrer un peu plus sur les bonnes nouvelles, l'économie canadienne, nord-américaine en général. L'économie québécoise va bien aussi. Mais comme René l'a bien dit, bon, on a des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'inflation. Les deux phénomènes sont reliés. On parle de taux d'inflation au Canada qu'on n'a pas vu depuis des décennies. Alors là, la question, c'est est-ce que c'est un phénomène qui va durer? Donc, est-ce que c'est un phénomène qui va avoir une certaine persistance, ce qui serait plus sinistre, évidemment, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être réglé avec l'amélioration des chaînes d'approvisionnement? Bon, ben, écoutez, il n'y a personne qui a une réponse absolument claire là-dessus. Je vous dirais que l'inflation, c'est quand même un risque. Et on pense que c'est peut-être un plus grand risque que certains autres commentateurs, certains de nos compétiteurs dans d'autres banques, par exemple. Bon, il y a une lueur d'espoir. Quand on parle des chaînes d'approvisionnement, on a des partenaires de recherche et eux ont quand même beaucoup de ressources en Chine, par exemple, à Hong Kong, à Taïwan. Et puis, ce qu'on voit, c'est que la production de semi-conducteurs augmente en flèche à Taïwan. Ça, c'est évidemment, c'est encourageant parce qu'il y a eu toutes sortes de problèmes de production, surtout dans les chaînes d'approvisionnement automobiles. Donc, ça a créé un problème, c'est clair. On n'est pas capable de trouver assez de semi-conducteurs. C'est aussi le cas pour les téléphones intelligents. Apple est obligé de couper sa production. Ça a été rapporté dans tous les médias. Donc, ça, c'est quand même encourageant. L'autre phénomène qui est quand même encourageant, c'est que les coûts de transport des conteneurs pour le transport pacifique entre la Chine et les États-Unis, bon, ben, les coûts commencent à baisser. On est encore à un niveau très, très élevé, mais il y a quand même une tendance qui est à la baisse, qui est quand même un bon signe. Bon, mais c'est sûr que quand on regarde les commentaires des grandes compagnies, les compagnies du S&P 500 par exemple, mais aussi beaucoup de compagnies canadiennes, dans 90 à 95 des cas, les cadres mentionnent les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les coûts de transport et tout ça. Ce qui est encourageant aussi de notre point de vue, c'est que quand on regarde la saison, la saison des résultats, si vous voulez, on se rend compte que l'augmentation du profit, encore une fois pour les grandes compagnies du S&P 500, on voit une hausse de presque 40 année sur année. Alors, malgré tous les problèmes qu'on a, ben, les compagnies ont quand même assez de demandes et ont été capables de s'adapter à la réalité du COVID-19 et puis vraiment de sabrer leurs coûts et de demeurer très, très profitable. En fait, on est à des sommets en termes de profitabilité. Dans nos propres modèles, on vient d'augmenter la valeur juste
des indices, comme le S&P 500, on est rendu à 5 000 en termes de valeur juste. Et puis pour le TSX, on parle de 26 000. Donc, on parle d'une augmentation potentielle d'à peu près 10 aux États-Unis, mais de plus de 20 au Canada. Donc, on a vraiment un vent de dos pour le marché canadien en ce moment et l'inflation joue là-dedans. C'est très important de noter que la composition du marché canadien est quand même très différente de celle des États-Unis. Les États-Unis ont des compagnies de très grande qualité, évidemment, des compagnies comme Netflix, comme Amazon, Facebook. On n'a pas ça, on a Shopify au Canada. Mais en termes de pondération de secteurs, on est très, très fort en financière, en énergie, en ressources naturelles et compagnies manufacturières. Ce qui est intéressant, c'est que dans nos études démontrent que dans les plusieurs dernières décennies, quand il y a de l'inflation, ce sont les secteurs qui protègent les portefeuilles. Alors, on a quand même 70 de pondération dans le marché canadien dans ces secteurs-là. Et on pense que ça va vraiment aider le marché canadien à surperformer le marché américain, au moins dans les 6 prochains mois. Bon, alors on parle de la quatrième vague. On est en page 2 en ce moment. On parle de la quatrième vague de COVID-19. C'est sûr qu'on n'est pas encore sorti du bois, mais les choses s'améliorent. Ça, c'est clair. En Europe, oui, des fois, on a ben, une augmentation des infections. On l'a vu au Royaume-Uni, par exemple, mais généralement parlant, on est en baisse quand on parle de la COVID-19. Et puis, si vous avez suivi la grande compagnie pharmaceutique Pfizer, a des résultats très, très prometteurs pour une pilule qui réduirait les cas graves de COVID-19, même pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Alors, on se retrouve à avoir deux fronts contre la COVID-19. Évidemment, le vaccin, mais il y a des gens qui refusent pour quelques raisons de se faire vacciner. Ben, pour eux, il y aurait une deuxième ligne de défense qui serait ce médicament de Pfizer et Merck, l'autre grosse compagnie pharmaceutique, a aussi rapporté de bons résultats de ce côté-là. Alors ça, on trouve ça encourageant. Puis, on le voit aussi dans le marché. Quand cette nouvelle est sortie de Pfizer, bien évidemment, tout ce qui est les actions qui sont reliées au tourisme ont commencé à augmenter. On parle d'Air Canada au Canada, mais les compagnies de casinos aussi commencent à vraiment reprendre du poil de la bête. Alors, continuons. Fort rebond après une lourde chute. C'est sûr qu'en 2020, ça a été une année très, très difficile économiquement parlant. Et ça, c'est vrai pour les pays développés, c'est vrai pour les pays émergents aussi. Regardez, en 2020, on parle de moins 7 pour l'Inde. Et puis ça va rebondir à presque une croissance de presque 10 ce qui est quand même très, très impressionnant. Dans le fond, et ça, si vous m'avez déjà vu présenter, on aime beaucoup faire des parallèles historiques, parler d'histoire. Et puis finalement, quand on regarde la chute, l'écrasement du marché en 2020, en février et en mars 2020, il faut revenir en 1929 pour avoir un écroulement aussi rapide des valeurs d'action. Donc 1929. Et puis quand on regarde le rebondissement qu'on a vu, parce que le marché n'a pas arrêté d'augmenter, presque pas arrêté d'augmenter depuis ce temps-là, bon, là, il faudrait revenir en 1933 pour avoir une telle reprise, une reprise aussi fulgurante et aussi rapide de la bourse. Alors, c'est sûr que quand on remonte, quand on fait des parallèles semblables il y a à peu près 100 ans, on se retrouve dans un contexte de dépression. C'était la Grande Dépression, évidemment. Et qu'est-ce qui nous a empêché de tomber dans un cercle vicieux semblable? Ça a été l'intervention massive des gouvernements à tous les niveaux. C'était nécessaire, évidemment. Ça crée des problèmes. Les politiciens ont tendance à être très, très bons pour dépenser de l'argent, le repayer des fois un peu moins. Et donc, le problème, le risque que tout ça crée, c'est le fardeau de dette. Je dirais que c'est un risque à plus long terme, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même surveiller de proche parce qu'avec la relance économique, ce n'est pas le temps de continuer à s'endetter. C'est là où on devrait techniquement repayer ou commencer à repayer les dettes. On verra ce que les politiciens vont faire avec ça. Je dirais qu'en ce moment, la situation est quand même viable parce que les taux d'intérêt sont tellement bas. Comme René l'a dit, c'est sûr qu'il y a une poussée un petit peu haussière
dans les taux d'intérêt. Mais généralement, en termes historiques, on est encore à un niveau qui est très, très bas et qui stimule l'économie. Bon, alors, on parle de reprise en page 4. Euh, nos économistes s'attendent à une croissance d'à peu près 5 au Canada, presque 6 aux États-Unis. Et même en 2022, on parle d'une croissance de 4,5 pour le Canada. C'est quand même impressionnant. C'est au-dessus de la tendance à long terme. Et je vous dirais que c'est le cas pour le Québec aussi. Le Québec se situe quand même en bonne position. Comme vous pouvez le voir dans nos perspectives régionales au Canada. Bon, en 2021, le Québec va avoir le deuxième plus haut taux de croissance parmi les provinces et en 2022 au troisième rang. Ce qui va vraiment aider l'Alberta, évidemment, c'est la reprise du prix du pétrole. Ça aide l'Alberta, la Saskatchewan et évidemment Terre-Neuve, euh, plus que toutes les autres provinces. Mais il ne faut pas oublier que c'est une bonne chose pour le Canada en général. Le fait que le prix du pétrole augmente, puis il faut quand même prendre un pas en arrière. Quand je regarde le genre de discussion dont j'entendais parler l'an dernier, c'est comme si les investisseurs se sont tous dit, ah, on va transitionner vers l'énergie verte et ça va se faire du jour au lendemain. Ben, c'est vraiment pas réaliste. Évidemment, donc, les actions qui sont reliées à l'énergie verte ont augmenté en flèche. Tout ce qui était pétrole et gaz naturel traditionnel s'est fait écraser. Et maintenant, on voit un renversement de la situation où les compagnies d'énergie, entre autres, augmentent de beaucoup. Mais elles sont encore très, très peu dispendieuses par rapport à leur cash flow. Et puis, on a vu des augmentations de dividendes, on voit des rachats d'actions. Euh, dans le fond, le parallèle dont j'aime parler, c'est un peu entre l'énergie canadienne, les compagnies d'énergie canadiennes, ça me fait beaucoup penser aux compagnies de tabac à la fin des années 90. À la fin des années 90, si vous vous en rappelez, c'était en 98 en fait, euh, les investisseurs pensaient que c'était des compagnies mortes finalement. Le tabac, évidemment, il y avait une croissance, ben, il y avait une réduction de la consommation du tabac dans les pays développés. Euh, et puis en plus de ça, les compagnies ont dû payer 200 milliards de dollars aux États pour les dédommager des frais de santé. Mais ce qui est intéressant, c'est que les actions se sont évidemment écroulées à ce moment-là. Et puis, 6 mois plus tard, elles ont trouvé leur fonds. Puis dans la prochaine décennie, c'est devenu le secteur le plus performant ou un des plus performants du monde. On pense que ça va être un peu semblable pour les compagnies d'énergie canadiennes. Bon, taux de chômage en baisse. C'est clair qu'il y a eu une amélioration. C'est pas, disons qu'il n'y a pas eu d'égalité entre les secteurs. C'est sûr que les secteurs du tourisme, de la restauration, qui ont été si durement frappés, ben, ils sont en train de récupérer en ce moment, mais c'est devenu très, très difficile. Vous le savez, si vous avez été au restaurant à Montréal, c'est dur de trouver des serveurs, des serveurs, serveuses et puis n'importe quel personnel finalement pour les restaurants. C'est très, très dur de trouver ces gens-là pour l'industrie du tourisme aussi. Alors ça, évidemment, on a parlé d'inflation, ça va créer quand même une augmentation ou une pression à la hausse sur les salaires. On le voit déjà aux États-Unis, on commence à le voir au Canada. Et puis, je vous dirais que s'il y a un indicateur à regarder, c'est beaucoup plus que le prix de l'essence ou de la nourriture. C'est sûr que ça monte aussi. Mais historiquement, c'est quand on voit une flambée des salaires que l'inflation devient quelque chose de plus dangereux, quelque chose de plus sinistre finalement, pour réemployer cette expression-là. Alors, c'est vraiment en anglais, c'est les unit labor costs, donc les coûts unitaires de production. C'est vraiment ça qu'il faut regarder pour voir, pour avoir une meilleure idée de si l'inflation va être un peu plus permanente ou plus difficile à enrayer. Donc, finalement, on se retrouve avec un taux de chômage d'à peu près 6,9 c'est au Canada. À Montréal, on est à 6,7 et puis à Québec, 5,7 Alors, le Québec s'en tire quand même mieux que les autres provinces. Ce n'est pas particulièrement surprenant, je vous dirais, parce que la situation était déjà très, très bonne avant la COVID. Alors,
le Québec avait une bonne aire d'aller. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le Québec s'est très, très bien positionné pour les industries de l'avenir, l'intelligence artificielle, entre autres, Internet of Things. Je connais quand même beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là. Et ça aide certainement le Québec parce que si on s'en va, et c'est notre avis, on va transitionner vers un environnement de travail hybride où les gens vont rentrer au bureau de temps en temps. Moi, je vous parle du bureau de Toronto. Je préfère travailler du bureau, mais ça, c'est un choix personnel. Je pense que les compagnies comme la Banque de Montréal vont être quand même assez flexibles avec leurs employés. C'est d'ailleurs difficile de trouver des employés qualifiés en ce moment. Alors, disons que les compagnies ont une bonne incitation d'aider leurs employés et de leur donner une flexibilité. Donc, dans le fond, si on a raison et que ça va être un environnement de travail hybride où les gens travaillent de la maison quelques jours, du bureau quelques jours, bien ça va créer énormément de demandes pour la connectivité, la bande passante, tout ça. Et il y a des compagnies qui sont particulièrement bien positionnées pour ça, dont Cisco Systems, qui est une des rares compagnies de technologie qui n'est pas trop chère en ce moment. Il faut être vraiment sélectif dans les investissements, même si on est encore positif sur la bourse, il faut être sélectif parce que certaines compagnies qui ont augmenté, c'est un peu, moi, je vois des échos de la bulle de technologie de 98, 99, 2000. Il ne faut pas oublier. Puis c'est sûr que ce n'est pas un parallèle parfait parce que les modèles d'affaires sont quand même beaucoup plus forts en général aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2000, 10 ans de surperformance du Nasdaq s'est écroulé en 6 mois. Alors, je ne dis pas que la même chose va se produire, mais il faut quand même faire attention aux évaluations des actions qu'on achète. On vous conseillerait de parler à un des professionnels de PMO, gestion de patrimoine, pour tout ça, pour vos portefeuilles. Les taux d'épargne étant quand même très, très élevés, l'épargne excédentaire, ben, à cause de la COVID-19, finalement, quand les gens ne peuvent pas aller voyager, ne peuvent pas aller au restaurant, bien, ils économisent. Et c'est exactement le phénomène qu'on a vu, plus au Canada qu'aux États-Unis. On est quand même plus conservateur que les Américains quand ça vient aux épargnes et à la dépense. Mais tout cela pour dire qu'il reste énormément de demandes. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes parce que, comme on l'a vu, il n'y a pas assez de voitures chez les concessionnaires, mais ce n'est pas juste les voitures, c'est l'équipement de sport, les 4 roues, les bateaux. Je parlais à un de nos analystes qui vient d'aller à une convention de bateaux en Floride. Il est quand même chanceux d'aller là-bas. Mais il parlait aux concessionnaires de bateaux. Puis là, on parle de bateaux vraiment haut de gamme, 100 000 et plus. Bien, ils prennent des commandes pour 2023. Donc, finalement, ils ont tout vendu leur production pour 2022. Ils sont rendus au premier, deuxième trimestre 2023 et les gens sont prêts à faire des dépôts quand même impressionnants pour ça. On voit un phénomène semblable au Canada. Et dans le fond, moi, ce que ça me dit, c'est que au lieu d'avoir le phénomène boom-bust en anglais, qui était finalement le cycle économique traditionnel, où il y avait énormément de demandes pendant la relance. Donc, les compagnies d'automobiles, par exemple, faisaient énormément de profits. Ben, maintenant, on se retrouve dans une situation où c'est l'offre qui est le problème, ce n'est pas la demande. Il y a en masse de demandes, mais c'est dur de fournir. Et donc, ce que ça va faire, à notre avis, c'est que ça va prolonger le cycle économique, ce qui est quand même une bonne chose. Donc, les compagnies, surtout les compagnies de consommation, mais il y en a plusieurs autres, vont faire moins de profits en 2021 qu'ils ne l'auraient fait dans un environnement plus normal, si vous voulez. Mais les profits de 2022 et 2023 vont être plus élevés aussi. Donc, c'est moins d'excès, si vous voulez, à la hausse et à la baisse. Ça, généralement, le marché est très réceptif à ce genre de phénomène-là. Alors, l'inflation est-elle temporaire? On verra. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce qu'il faut voir, c'est l'augmentation des salaires. Est-ce que ça va continuer? Si une augmentation des salaires, ça peut faire une spirale qui devient plus dangereuse. C'est clair que la Banque du Canada l'a exprimé très, très récemment. La Banque du Canada a exprimé une inquiétude par rapport à l'inflation. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que tout le marché a réagi comme ça. La Banque du Canada va augmenter les taux d'intérêt plus tôt qu'on ne le pensait, certainement au début de l'année.
On pense que ça pourrait être en avril. Il y a des gens qui pensent que ça pourrait même être en janvier. On verra, mais ça va être au début de l'an prochain que les taux directeurs vont commencer à augmenter. Donc ça, c'est quelque chose, c'est certainement quelque chose à surveiller pour, pour la bourse, pour les actions financières, par exemple. Ce qui est plus important, ce sont les taux à long terme. Eux augmentent déjà un peu. Et ça, c'est normal parce que les investisseurs obligataires demandent une compensation pour le risque d'inflation. C'est normal. Et donc, on voit une augmentation des taux d'intérêt. Tout n'est pas perdu, par contre. Comme je l'ai dit, les secteurs qui ont tendance à bien performer dans des périodes inflationnistes, ben, un de ces secteurs-là, ce sont les financières. Parce que quand les taux d'intérêt augmentent, généralement, c'est une bonne chose pour les banques en termes en termes de profit. C'est aussi très, très bon pour les compagnies d'assurance, surtout les compagnies d'assurance vie. Alors, c'est quand même des secteurs, c'est le secteur le plus important du TSX. Et donc, ça devrait être positif pour ces actions-là. Alors, l'inflation, problème pour les petites entreprises. On voit le sondage. Les résultats sont très, très clairs. Pénurie d'intrants, pénurie de main-d'œuvre, puis contraintes de distribution. Les sondages sont identiques aux États-Unis, en tout cas, donnent effectivement les mêmes résultats. Et c'est quelque chose, ça, c'est quand même un risque. Mais je dirais que dans plusieurs industries, comme on l'a dit, les compagnies sont quand même capables de naviguer ça et de demeurer quand même très, très profitables. L'offre de main-d'œuvre, on a parlé de salaire en page 11. Il, il, manque, il manque de main-d'œuvre. Il manque de main-d'œuvre, donc les salaires augmentent. Je vous dirais que ce qui pourrait nous aider de ce point de vue-là, mais ça ne va pas nous aider à court terme, c'est une augmentation de la productivité. Si la productivité augmente en grande partie à cause de tous les investissements qu'on a faits en intelligence artificielle, cloud, la robotique, tout ça, les véhicules intelligents, si vous voulez. Donc, ça peut aider. Ça peut aider la productivité à long terme. Puis ce qui est très, très utile de la productivité, c'est que le taux de croissance potentielle augmente sans créer trop d'inflation. Donc, c'est la productivité qui peut nous aider, mais ça va arriver à plus long terme. C'est quelque chose qui bouge beaucoup plus lentement, généralement parlant. OK, le pire surchauffe immobilière depuis les années 1980. C'est sûr que quand on regarde en ce moment le prix des logements existants, il y a eu un boom des cours arrière, comme le disent nos économistes. Avec la pandémie, les gens cherchent plus de place. Et donc, oui, on est en page 12. Donc, les gens se sont cherchés, ben, si vous essayez de vous acheter un chalet dans les cantons de l'Est ou au Mont-Tremblant, vous allez voir, les prix ont augmenté en flèche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est dans les plus petites villes qu'on a vu le plus haut taux d'augmentation. Je ne dis pas que Montréal, c'est une petite ville, mais c'est Hamilton qui a vu une plus forte augmentation que Toronto, par exemple. Puis on voit des phénomènes semblables un peu partout. Alors là, la question importante, c'est est-ce qu'on voit un crash immobilier? À mon avis, non. C'est sûr que les prix ne peuvent pas continuer à augmenter à ce rythme-là. C'est un rythme quand même assez effarant. Mais de notre point de vue, pour qu'il y ait un vrai crash immobilier, ça dépendrait, ce n'est pas juste une petite augmentation des taux d'intérêt qui va faire ça, ce serait vraiment une perte de confiance dans l'économie. Un peu comme on l'a vu dans le milieu des années 90, ce n'était pas vraiment l'augmentation des taux d'intérêt parce qu'à l'époque, les taux d'intérêt étaient quand même bien contrôlés. En fait, ils baissaient, ce qui a fait très, très mal au marché immobilier à cette époque-là. Puis on l'a vu à Toronto, on l'a vu un peu partout au Canada, mais surtout à Toronto. C'était le manque de confiance économique. Quand les gens pensent qu'ils n'auront pas d'emploi, c'est sûr que ça devient beaucoup plus difficile de payer le gros prix pour des maisons et d'avoir une hypothèque importante. Alors, on n'est pas dans cette situation-là. En fait, on dirait c'est un peu le contraire. Les gens qui veulent travailler et qui sont qualifiés, ben, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois disponibles en ce moment. Donc, si cette situation-là changeait, évidemment, ça nous forcerait à changer notre point de vue. Mais pour le moment, je pense qu'on est quand même dans une bonne situation. On a parlé de taux d'intérêt. Bon,
début à mi-2022, les augmentations vont commencer à coût de 0,25 %. Et ça, c'est un des rares cas, si vous voulez, où on pense que le Canada pourrait bouger avant la Réserve fédérale. Généralement, on a tendance à suivre la Réserve fédérale pour des raisons importantes, mais des raisons évidentes plutôt. Mais cette fois-ci, je pense que la Banque du Canada pourrait prendre la tête pour être chef de file. Bon, les budgets, sautons ça. En page 16, ça c'est vraiment très important, le prix du pétrole. On en a parlé, mais il y a une relation très, très forte entre, le prix du pétrole, le prix du cuivre aussi, et puis la valeur du dollar canadien. Et ça, c'est vrai aussi des autres devises qui sont reliées aux ressources naturelles, comme le dollar de Nouvelle-Zélande, le dollar australien, et puis le rand sud-africain aussi. Alors, de toute façon, nous, on pense que le dollar canadien devrait augmenter à partir d'ici. Le dollar canadien, si vous voulez, a sous-performé la performance du pétrole par rapport à la relation historique. Mais on parle d'un taux de corrélation vraiment très, très important. Vous le voyez, en bleu, la valeur du dollar canadien, et puis en vert, le prix du pétrole. Donc, pour conclure, on se retrouve quand même dans une situation intéressante. J'aurais dû mentionner ça, mais selon nos modèles et puis un modèle de probabilité de récession qui est produit par la Réserve fédérale américaine, on parle de moins de 10 % de probabilité de récession dans la prochaine année. Donc, ça, évidemment, c'est très positif. Je vous dirais que selon nos modèles, c'est moins de 5 % de chance, à moins qu'il y ait un autre choc exogène, une autre variante de COVID contre laquelle les vaccins sont inefficaces, mais ce serait une basse probabilité selon tous les commentaires d'experts qu'on lit et qu'on écoute constamment. Donc, on se retrouve dans une bonne situation économique, bon taux de croissance, et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va appuyer le marché boursier. Donc, on recommande encore les actions par rapport aux obligations. C'est ce qu'on fait depuis 10 ans, en fait. On a une préférence relative pour les actions, surtout les actions qui ne sont pas surévaluées et qui payent des bons dividendes. Les actions d'oligopole, par exemple, les grandes compagnies pharmaceutiques, on pense qu'il y a des opportunités là-dedans. Aussi, dans les compagnies de technologie, j'en ai mentionné quelques-unes, ou les compagnies ferroviaires. Ça, c'est des monopoles naturels, finalement. Et puis, les actions ne sont encore pas trop chères. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour vos portefeuilles. Il y a des opportunités dans le marché. C'est juste qu'il faut être plus sélectif en ce moment. L'inflation pourrait être un problème à plus long terme, mais il y a une lueur d'espoir dans les chaînes d'approvisionnement. Alors, peut-être que je vais arrêter là. Et René ou Karine, si je vous passe la parole.